Vous allez entendre une série d'enregistrements audio. Chaque enregistrement est joué une seule fois. Pour chaque extrait, répondez à la question correspondante en choisissant la bonne réponse parmi les options proposées. Durée totale de l'épreuve, environ 40 minutes. Utilisez un casque audio de bonne qualité pour une meilleure écoute. N'oubliez pas de lire attentivement les questions avant d'écouter l'extrait. Question 1 à 4. Conversation avec dessin. Vous allez entendre une courte conversation entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Tu sais où sont les clés? Oui, elles sont dans ton sac. Ah, merci. Je croyais les avoir laissées sur la table. Pas de souci, je les ai rangées ce matin. Tu veux qu'on aille se promener au parc après le déjeuner? Avec plaisir, j'ai besoin de prendre l'air. On pourrait marcher un peu et s'asseoir ensuite. Parfait, on part vers 15 heures? Tu as vu mes gants de jardinage? Oui, je les ai laissés près du potager. Parfait. Je dois planter les tomates avant la pluie. Tu veux que je t'aide à arroser après? Tu veux qu'on déjeune ici ou tu préfères emporter? Restons, on n'a pas souvent l'occasion de discuter tranquillement. D'accord, je vais commander 2 plats du jour. Parfait, je prends une soupe en entrée. Question 5 à 8. Annonce publique. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question correspondante. Chers résidents, en raison de plaintes répétées, la ville suspend les travaux de construction générant des nuisances sonores entre 20 heures et 8 heures. Cette mesure prend effet dès ce soir, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre compréhension. Attention voyageurs du train 8421 à destination de Bordeaux. Ce train partira finalement du quai 12 au lieu du quai habituel. Merci de bien vouloir vérifier les panneaux d'affichage. Aucun changement n'est prévu concernant les horaires ou les arrêts. Merci de votre vigilance. En raison d'une opération de maintenance technique, plusieurs stations de vélo partagées seront inaccessibles ce week-end. Nous vous invitons à consulter la carte interactive pour connaître les points A encore disponibles. Le service devrait revenir à la normale dès lundi matin. Merci de votre compréhension. Chers clients, nous vous informons que les œufs bio sont actuellement en rupture de stock. Une nouvelle livraison est prévue demain matin. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension.
Question 9 à 14. Message sur répondeur téléphonique. Vous allez entendre des messages diffusés sur un répondeur téléphonique. Pour chaque message, répondez à la question correspondante. Bonjour, je vous appelle suite à votre annonce. Je pars en déplacement ce week-end et je cherche quelqu'un pour garder mon chien, Max. Il est très sociable. Merci de me rappeler si vous êtes disponible, même pour une garde de 2 jours seulement. C'est la maman de Thomas. Il ne répond pas à mes messages depuis hier, et je sais qu'il avait un entretien avec vous aujourd'hui. Je voulais juste m'assurer que tout va bien. Merci de me rappeler, si vous avez un instant. Salut, c'est moi. Juste pour te rappeler que mamie arrive à 17h15 en gare centrale. Tu peux aller la chercher? Elle aura une valise rouge. Elle t'attendra près de la sortie nord, comme d'habitude. Merci encore, elle compte sur toi. Salut, je viens d'atterrir, mais on est resté bloqué sur le tarmac. Je risque d'arriver avec du retard à la sortie. Si tu peux patienter un peu à l'aérogare, je t'enverrai un message dès qu'on bouge. Merci de m'attendre. Bonjour, j'ai pris l'un de vos taxis ce matin vers 9 heures depuis la gare Montparnasse. Je crois avoir oublié mon sac noir sur la banquette arrière. Pouvez-vous vérifier avec le chauffeur, s'il vous plaît? Mon numéro est le 06. Merci. Salut, je suis encore coincée dans les embouteillages, j'aurai au moins 20 minutes de retard. Ne m'attendez pas pour commencer, je vous rejoins dès que possible. Désolée, j'avais mal estimé le trafic en sortant du boulot. À tout de suite. Question 15 à 20. Micro-trottoir. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Pensez-vous qu'il faudrait limiter l'usage des téléphones portables dans les transports en commun? Indiquez si la personne interrogée, A, est totalement favorable à une limitation. B, est partiellement favorable. C, est opposée à cette idée. D, ne se prononce pas clairement. Je trouve que certaines personnes abusent, surtout avec le son à fond. Ce serait pas mal d'imposer quelques règles, surtout aux heures de pointe. Donc oui, une certaine limitation me paraît justifiée. Je vois pas pourquoi on interdirait ça. Chacun fait ce qu'il veut, tant qu'il dérange pas les autres. Pour moi, c'est exagéré de vouloir limiter l'usage des téléphones dans les transports.
À vrai dire, je n'ai pas vraiment d'avis. Je ne prends presque jamais les transports en commun, donc je ne suis pas vraiment concernée. Je suppose que ça dépend des situations. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Faut-il interdire les animaux dans les appartements en location? Indiquez si la personne interrogée, A, est totalement d'accord. B, est moyennement d'accord. C, n'est pas d'accord. D, n'a pas d'avis sur la question. Disons que quand on loue son appartement, on espère qu'il reste en bon état. Et avec des animaux, on ne sait jamais. J'ai déjà eu de mauvaises surprises, donc maintenant, je préfère éviter ce genre de situation. Je comprends les inquiétudes des propriétaires, mais interdire systématiquement, je trouve ça un peu excessif. Tout dépend de l'animal, du locataire, de l'immeuble. Ce serait mieux de voir au cas par cas. Je vis avec un chat depuis des années en location, et il n'a jamais causé de problème. Si les gens sont responsables, je ne vois pas pourquoi on leur refuserait ce droit. Questions 21 à 22. Chronique radio. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Peut-on vraiment converser avec une personne décédée? C'est le pari de plusieurs startups qui utilisent des données vocales, des messages et vidéos pour créer une version numérique de proches disparus. Si certains y voient une forme de réconfort, d'autres dénoncent une simulation troublante, un artifice qui joue avec les limites du deuil. Car ces IA, bien que fluides et convaincantes, ne reproduisent qu'une illusion d'intimité, elles n'évoluent pas, ne ressentent rien. Le plus dérangeant, peut-être, c'est qu'elles répondent avec des phrases construites par des algorithmes, sans la moindre conscience. Peut-on encore appeler cela un souvenir? Il y a une tendance croissante à prescrire des médicaments là où la parole suffirait peut-être. Un adolescent anxieux? Une pilule. Un adulte qui traverse un deuil? Une autre pilule. On oublie que certaines souffrances sont normales, qu'elles font partie du vécu humain. Bien sûr, les troubles mentaux doivent être pris au sérieux, mais transformer toute émotion en pathologie à soigner chimiquement, c'est aussi nier la complexité de l'existence. Ce que je dénonce, ce n'est pas l'usage des médicaments, mais leur automatisme. Il devient plus simple et plus rentable de prescrire que d'écouter. Dans certains cas, les effets secondaires sont plus lourds que le mal initial. Et à force de vouloir faire taire la moindre tristesse, on risque d'anesthésier ce qui nous rend humains. Questions 23 à 28 interview. Vous allez entendre des extraits d'interviews. Pour chaque extrait, répondez aux questions. Vous êtes traductrice littéraire depuis plus de 20 ans. Comment percevez-vous l'arrivée de l'intelligence artificielle dans votre métier? C'est à la fois fascinant et inquiétant. L'IA peut traduire rapidement des textes simples, informatifs, mais dès qu'on entre dans la nuance, le rythme, le style, elle se perd. Traduire un roman, ce n'est pas convertir des mots, c'est faire résonner une voix, une culture. Les algorithmes manquent encore d'intuition, de sensibilité.
Vous y voyez une menace? Plutôt une transformation. Certains éditeurs utilisent déjà des pré-traductions automatiques que l'on retravaille ensuite. Cela réduit nos délais, mais aussi notre marge créative. Et puis, il y a un risque réel d'uniformisation des styles. Je crains qu'à force de chercher la rentabilité, on sacrifie la richesse du langage. Vous êtes traductrice littéraire depuis plus de 20 ans. Comment percevez-vous l'arrivée de l'intelligence artificielle dans votre métier? C'est à la fois fascinant et inquiétant. L'IA peut traduire rapidement des textes simples, informatifs, mais dès qu'on entre dans la nuance, le rythme, le style, elle se perd. Traduire un roman, ce n'est pas convertir des mots, c'est faire résonner une voix, une culture. Les algorithmes manquent encore d'intuition, de sensibilité. Vous y voyez une menace? Plutôt une transformation. Certains éditeurs utilisent déjà des pré-traductions automatiques que l'on retravaille ensuite. Cela réduit nos délais, mais aussi notre marge créative. Et puis, il y a un risque réel d'uniformisation des styles. Je crains qu'à force de chercher la rentabilité, on sacrifie la richesse du langage. Vous organisez des retraites silencieuses en pleine ville. Un concept étonnant. Pourquoi ne pas choisir la nature? Justement parce que le défi est plus grand. Trouver le silence à la campagne, c'est simple. Mais faire l'expérience du calme intérieur au cœur du bruit quotidien, c'est un exercice bien plus transformateur. Et en quoi consistent ces retraites? Les participants passent 2 jours sans téléphone, sans parole, sans distraction. Ils méditent, écrivent, observent. Ce n'est pas une fuite, mais un retour à soi. La ville continue autour, mais eux apprennent à ne pas y réagir. Ce n'est pas frustrant? Au début, oui. Mais ensuite, on remarque des choses qu'on ne perçoit jamais dans le vacarme. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est l'espace qu'on crée pour entendre autre chose. Vous organisez des retraites silencieuses en pleine ville. Un concept étonnant. Pourquoi ne pas choisir la nature? Justement parce que le défi est plus grand. Trouver le silence à la campagne, c'est simple. Mais faire l'expérience du calme intérieur au cœur du bruit quotidien, c'est un exercice bien plus transformateur. Et en quoi consistent ces retraites? Les participants passent 2 jours sans téléphone, sans parole, sans distraction. Ils méditent, écrivent, observent. Ce n'est pas une fuite, mais un retour à soi. La ville continue autour, mais eux apprennent à ne pas y réagir. Ce n'est pas frustrant? Au début, oui. Mais ensuite, on remarque des choses qu'on ne perçoit jamais dans le vacarme. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est l'espace qu'on crée pour entendre autre chose. Vous travaillez sur une technologie qui permettrait d'enregistrer les rêves. Science-fiction? Plus maintenant. Grâce à l'imagerie cérébrale et aux algorithmes d'interprétation neuronale, on peut déjà reconstituer des fragments visuels liés à l'activité onirique. Ce n'est pas du cinéma, mais une forme de souvenir numérique. À quoi cela pourrait-il servir? Mieux comprendre les troubles du sommeil, anticiper certains états émotionnels, mais aussi préserver des expériences subjectives, uniques. C'est une mémoire intime que l'on n'a jamais pu archiver jusqu'ici. Cela ne soulève-t-il pas des questions éthiques? Bien sûr. Qui y aurait accès? Est-ce qu'un rêve appartient au rêveur ou à la machine qui l'enregistre? Peut-on manipuler ces images? L'enjeu, c'est de créer un cadre avant que la technologie dépasse la réflexion.
Vous travaillez sur une technologie qui permettrait d'enregistrer les rêves. Science-fiction? Plus maintenant. Grâce à l'imagerie cérébrale et aux algorithmes d'interprétation neuronale, on peut déjà reconstituer des fragments visuels liés à l'activité onirique. Ce n'est pas du cinéma, mais une forme de souvenir numérique. À quoi cela pourrait-il servir? Mieux comprendre les troubles du sommeil, anticiper certains états émotionnels, mais aussi préserver des expériences subjectives, uniques. C'est une mémoire intime que l'on n'a jamais pu archiver jusqu'ici. Cela ne soulève-t-il pas des questions éthiques? Bien sûr. Qui y aurait accès? Est-ce qu'un rêve appartient au rêveur ou à la machine qui l'enregistre? Peut-on manipuler ces images? L'enjeu, c'est de créer un cadre avant que la technologie dépasse la réflexion. Questions 29 à 30. Reportage. Vous allez entendre un reportage. Écoutez bien et répondez aux questions. Dans les Alpes françaises, la réapparition du loup, disparu pendant près d'un siècle, suscite autant d'admiration que d'inquiétude. Le loup est revenu naturellement depuis l'Italie dans les années 1990. C'est une preuve que certains écosystèmes se régénèrent. Sa présence régule les populations de cervidés, ce qui limite les dégâts sur la flore. Régulés, peut-être. Mais nos troupeaux, qui les protègent? Chaque attaque, c'est une perte économique, mais surtout un stress quotidien. On a beau installer des clôtures ou des chiens de protection, rien n'est infaillible. Le retour du loup cristallise des peurs anciennes. C'est l'image du prédateur, de la menace dans l'ombre. Dans les contes populaires, le loup incarne l'inconnu qu'on cherche à repousser. Comment l'État gère-t-il cette coexistence? Il existe un plan loup. Il fixe des quotas d'abattage, des indemnisations et encourage la prévention. Mais les extrêmes s'affrontent. Certains réclament l'éradication, d'autres une protection totale. Trouver un équilibre devient un exercice d'équilibriste. Et les habitants? Moi je ne suis ni pour ni contre. Mais on ne nous consulte pas. On parle de territoire de biodiversité, mais c'est notre quotidien qui est impacté. Les décisions tombent de Paris, sans dialogue. Dans les Alpes françaises, la réapparition du loup, disparu pendant près d'un siècle, suscite autant d'admiration que d'inquiétude. Le loup est revenu naturellement depuis l'Italie dans les années 1990. C'est une preuve que certains écosystèmes se régénèrent. Sa présence régule les populations de cervidés, ce qui limite les dégâts sur la flore. Régulés, peut-être. Mais nos troupeaux, qui les protègent? Chaque attaque, c'est une perte économique, mais surtout un stress quotidien. On a beau installer des clôtures ou des chiens de protection, rien n'est infaillible. Le retour du loup cristallise des peurs anciennes. C'est l'image du prédateur, de la menace dans l'ombre. Dans les contes populaires, le loup incarne l'inconnu qu'on cherche à repousser. Comment l'État gère-t-il cette coexistence? Il existe un plan loup. Il fixe des quotas d'abattage, des indemnisations et encourage la prévention. Mais les extrêmes s'affrontent. Certains réclament l'éradication, d'autres une protection totale. Trouver un équilibre devient un exercice d'équilibriste. Et les habitants? Moi je ne suis ni pour ni contre. Mais on ne nous consulte pas. On parle de territoire de biodiversité, mais c'est notre quotidien qui est impacté. Les décisions tombent de Paris, sans dialogue. Questions 31 à 40. Documents divers. Vous allez entendre 10 documents divers. Pour chaque document, répondez à la question.
À Paris, un tiers des habitants n'a pas accès à un espace vert à moins de 10 minutes de chez eux. C'est ce que révèle une étude menée par l'Observatoire urbain. Le manque d'arbres, de parcs ou de simples bancs ombragés nuit à la santé mentale, à la qualité de l'air et au lien social. Certaines communes testent désormais des îlots végétalisés temporaires, quelques arbres plantés pour l'été, des fontaines mobiles et même des bacs de potager libre-service. Ces initiatives restent ponctuelles, souvent symboliques. Le vrai défi, selon les urbanistes interrogés, reste la réappropriation collective de l'espace public dans une ville déjà saturée par la voiture. Vous hésitez devant 30 options de café sur une machine? C'est la même logique qui fatigue les cadres en entreprise. On parle de fatigue décisionnelle. Plus on prend de décisions dans la journée, plus leur qualité diminue. Selon une étude récente, les managers passent en moyenne 3 heures par jour à arbitrer entre tâches, délais, ressources. Résultat, ils procrastinent ou choisissent la solution par défaut. Certaines entreprises testent désormais des pauses décisionnelles, moments sans sollicitation ou bien des outils de hiérarchisation assistée. Mais tant que les décisions sont fragmentées à l'extrême, la surcharge mentale reste difficile à contrer. Dans plusieurs villes canadiennes, de nouvelles bibliothèques ouvrent, sans un seul livre papier. À la place, des tablettes, des bornes de téléchargement, des zones de réalité virtuelle et même des imprimantes 3D. Selon les responsables municipaux, ces médiathèques du futur visent à attirer un public plus jeune, habitué aux outils numériques. Mais certains citoyens regrettent le silence des rayonnages, l'odeur du papier et l'idée que la lecture ne passe plus que par un écran. La fréquentation pourtant progresse. Le défi sera de maintenir l'accès à la culture pour tous, même les personnes peu à l'aise avec la technologie. À Tokyo, un nouveau concept séduit les amateurs de calme. Des restaurants où l'on ne parle pas. Les clients mangent seuls, souvent face à un mur ou à une plante. Pas de fond sonore, pas de serveur qui pose des questions. L'idée? Créer un espace sans stimulation pour manger lentement et retrouver une forme d'attention à soi. En France, des chefs s'en inspirent. Mais certains critiquent ces tendances comme une rupture du lien social. Le repas, disent-ils, est un moment de partage. D'autres estiment au contraire que, dans un monde saturé de bruit, le silence est un luxe précieux, même à table. Pendant des décennies, porter un vêtement rapiécé était mal vu. Aujourd'hui, c'est presque une revendication. Le visible mending, ou réparation apparente, connaît un succès croissant, surtout chez les jeunes urbains. On ne cache plus les trous, on les entoure de broderies colorées. Pour beaucoup, c'est une façon de lutter contre la mode jetable, de prolonger la vie des habits, mais aussi d'exprimer sa créativité. Des marques commencent à intégrer ce style dans leur collection. Reste que certains y voient une simple tendance esthétique, déconnectée de la vraie urgence écologique. Longtemps considéré comme un défaut ou une perte de temps, l'ennui fait aujourd'hui l'objet d'études sérieuses. Des chercheurs en psychologie cognitive ont observé que les personnes soumises à des tâches monotones avaient ensuite davantage d'idées originales que celles constamment sollicitées. L'ennui pousse à l'exploration intérieure, à la recherche de stimulation mentale autonome. Il joue un rôle d'incubateur pour la pensée créative. Dans un monde saturé de distractions numériques, certains experts vont jusqu'à conseiller des plages d'ennui dans l'emploi du temps des enfants. Il ne s'agit pas de priver, mais de laisser de l'espace au vide fertile.
Disparus des centres-villes pendant des décennies, les bains publics reviennent peu à peu dans certaines métropoles européennes. Mais avec un nouveau visage. À côté des douches collectives traditionnelles, on y trouve des saunas, des bassins de flottaison, parfois même des espaces de méditation. Ces lieux, ouverts à tous, visent à répondre à un double besoin: offrir une hygiène accessible aux plus précaires, et créer un espace de pause dans un quotidien accéléré. Ce mélange des publics n'est pas toujours évident. Pourtant, certains urbanistes y voient une réponse innovante à la fragmentation sociale, en misant sur la reconnexion des corps et des regards. Une récente étude de bioacoustique révèle que dans certaines grandes villes, les sons naturels, chants d'oiseaux, bruissements de feuilles, ruissellement d'eau, sont désormais couverts à plus de 90% par des bruits mécaniques. Or, ces sons naturels ont un impact physiologique mesurable: baisse du rythme cardiaque, diminution du stress, amélioration de l'attention. Des chercheurs travaillent donc à intégrer des corridors sonores dans les plans d'aménagement urbain. Fontaines publiques, végétation absorbante, refuges sonores. Ce n'est pas seulement une question de confort, mais d'écologie sensorielle. L'enjeu, affirme-t-il, est de réconcilier le vivant avec l'environnement construit. Depuis peu, des entreprises proposent de faire envoyer les cendres de proches décédés sur la Lune. Cette pratique, encore marginale, séduit une clientèle à la recherche d'un hommage éternel. Pour certains, c'est la suite logique de la conquête spatiale, faire du cosmos un territoire personnel, intime. D'autres dénoncent une privatisation de l'espace et une dérive commerciale du deuil. Le coût, les enjeux écologiques, ou encore l'absence de cadre symbolique universel posent question. Peut-on réellement faire son deuil si la sépulture devient inaccessible ? Ou faut-il repenser nos rituels à l'ère de la mondialisation et de la conquête spatiale ? Dans une société qui glorifie l'efficacité, le temps vide est souvent perçu comme du gaspillage. Pourtant, des neuroscientifiques soulignent son rôle dans la consolidation de la mémoire, l'émergence d'idées originales et la régulation émotionnelle. Ne rien faire, ou plutôt s'autoriser à ne pas remplir chaque minute, devient un acte de résistance. Ce n'est pas une pause entre deux tâches, mais un espace sans objectif immédiat. Dans certaines entreprises avant-gardistes, on teste même des zones de vide, sans écran ni stimuli, accessibles à tout moment. Le paradoxe, il faut désormais planifier l'oisiveté. Alors que nos agendas débordent, retrouver des moments inutiles devient un luxe. Et peut-être une forme supérieure d'intelligence.